mot de présentation où on va un peu ajuster les choses. On avait préparé cet après-midi avec donc un bouquin que moi je recommande à tout le monde, donc 1, 2, 3 codé, qui est une initiative scolaire pilotée par la main à la pâte, et on devait avoir à midi David Wilgenbus qui nous présentait cette méthode. On a travaillé hier en après-midi ensemble, et ce matin là j'ai pas réussi à le joindre, donc je sais pas, peut-être qu'il va nous rejoindre pendant le temps de travail. Et puis donc Christophe Boutet qui est bien présent après quelques péripéties de connexion un peu désagréables, mais c'est pas bien méchant, que l'on connaît par Online Format Pro, hein, ça c'est une structure qui est bien connue dans le monde de l'information. Et Christophe nous a fait passer 2 ressources, un petit film et un PowerPoint. Christophe, par quoi on commence? Je pense que c'est plus simple de commencer par le film. Ça donne vraiment une bonne idée de ce qu'est le format, et après on déroulera un peu le PowerPoint, mais l'idée c'est d'échanger aussi assez librement sur la manière dont on procède, et peut-être de voir aussi, notamment sur les sujets grande école du numérique, à quel degré de maturité en sont les uns les autres. Très bien. Alors, je vais chercher le film. Voilà, voilà, voilà. Et j'en lance la lecture. Donc ouvrez bien vos micros et haut-parleurs. La formation à l'ACS se passe sous forme de projet, donc sur des durées différentes, de 2 à 5 jours, avec un rendu à la fin du temps imparti. L'approche pédagogique d'Access Code School, c'est une pédagogie inversée pendant laquelle les apprenants découvrent par eux-mêmes un certain nombre de technologies. Les formateurs coachs sont là pour les accompagner dans ces apprentissages. La méthode ACS est une formation moderne parce qu'en fait, elle sort du cadre traditionnel d'apprentissage. On n'est plus dans les notes et dans les bulletins, on est dans des projets qui sont l'objectif final. Ici à l'ACS, les formations se déroulent avec 6 mois de cours et 2 mois de stage. J'ai choisi ACS en fait pour le format court, qui était en fait un format sur 8 mois. Ça me convenait très bien, ça me permettait de pas sortir du milieu du travail trop longtemps. Access Code School s'inscrit dans le cadre de la grande école du numérique et s'adresse aux jeunes à qui le format scolaire n'a pas forcément convenu, aux jeunes en provenance des quartiers, aux femmes qui sont notoirement sous-représentées dans ces métiers-là et aux gens faiblement qualifiés. Les relations entre formateurs et étudiants sont assez simples et je trouve qu'elles sont professionnelles tout en étant chaleureuses, accueillantes. Les formateurs coachs d'Access Code School, c'est avant tout des gens du métier qui ont à cœur de transmettre leur expérience et leurs connaissances. Je pense que les points forts de l'école, c'est le fait qu'on apprenne beaucoup de technologies et de langage, ce qui nous permettra d'être autonome une fois qu'on sera sorti de l'école. On sait aujourd'hui qu'un salarié fera pas sa carrière dans la même entreprise, qu'il y a des métiers qui sont en train d'émerger qui n'existent pas, et l'école prépare à ces métiers de demain en apportant la curiosité, l'envie de chercher, l'envie d'apprendre à apprendre, l'auto-formation et cette auto-formation permanente que nos apprenants pratiquent ici et vont continuer à pratiquer tout au long de leur carrière professionnelle. Voilà, voilà. Donc je reviens au fichier PowerPoint et puis je donne la parole à Christophe. Donc peut-être pour nous en dire un peu plus sur comment peut-être Online Format Pro s'est orienté vers cette opération Grande École du Numérique. Oui, en fait, peut-être je vais vous dire en 2 mots ce qu'est Online Format Pro. Online Format Pro, donc c'est la société pour laquelle on travaille au sein d'Access Code School. Access Code School n'est pas une entité juridique distincte, mais est une marque d'Online Format Pro qui sont en fait les 10 écoles du numérique d'Online Format Pro, toutes labellisées donc dans le cadre de ce dispositif qui est la Grande École du numérique sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Online Format Pro a 2 activités. Donc une activité de formation e-learning, on a un des grands acteurs français du e-learning, et également une activité de formation présentielle, dont les Access Code School. Alors la genèse d'Access Code School chez Online Format Pro, en fait, il y a eu en 2015. C'est vrai que le format grande école du numérique était naissant, et en fait la ville et l'agglomération de Besançon cherchaient un opérateur pour exploiter une grande école du numérique sur le territoire de la ville de Besançon.
Donc on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt et on a été retenu donc parmi 4 candidats pour faire l'Access Code School Besançon, donc qui est dans ce lieu-là. Donc vous allez voir, on voit un petit peu derrière, on n'a pas de stagiaire en ce moment. Donc on a été retenu pour porter les couleurs de la ville de Besançon. On a répondu donc par la suite à l'appel à projet Grande École du Numérique et on a ouvert donc une première école à Besançon le 29 mars 2016. Donc voilà sur la genèse du projet, en fait, qui était vraiment une opportunité. Online Format Pro fait du numérique depuis des années, et en tout cas c'est quand même son fer de lance, a une expertise sur les modes pédagogiques qui sont des modes pédagogiques qui conviennent à ceux à qui l'école n'a pas réussi, d'où et ça faisait sens de se positionner sur une grande école du numérique. Sur la grande école du numérique, c'est la slide d'après. Tout le monde connaît ou pas le dispositif? Ça sera peut-être plus simple, ça m'évite de faire des redites. Je suis pas sûr. Christophe, vous avez la main sur le diaporama avec les flèches en bas à gauche qui vous permettent de tourner les pages. Et la troisième, c'est une table des matières pour pouvoir aller de la première à la dernière slide en fonction. Donc apparemment, Bruce, Cyril et Frédéric, je crois, connaissent le format Grande École du Numérique. Du coup, on va peut-être pas s'attarder très très longtemps. Juste pour mémoire, en fait, c'est vrai que ça a été un projet qui a été lancé par le président Hollande donc en 2015. Les premières labellisations ont eu lieu en 2016, avec ensuite donc qui était la première vague avec 571 formations labellisées, dont Access Code School Besançon Picasso. Et ensuite donc il y a eu 3 vagues successives et une dernière vague de labellisation, donc où les notifications ont eu lieu il y a un mois à peu près. Nous on a répondu en fait sur chacune des vagues, sur sur 3 des 4 vagues, puisqu'il y a eu 4 dépôts au total. Et donc aujourd'hui, en fait, on a 8 écoles qui sont labellisées Fabrique de la Grande École du Numérique sur Bourgogne-Franche-Comté. On en a 5 qui ont déjà démarré, et il nous en reste 3 à démarrer sur le territoire, dont la formation de Nevers. Donc on a répondu, et c'est vrai que Grande École du Numérique, c'est un lieu, une formation. Donc aujourd'hui, on a Besançon, Pablo Picasso, c'est le nom là où on est aujourd'hui. Besançon, rue Xavier Marmier. On a également Vesoul, qui est notre siège social. Chalon-sur-Saône, Dijon. Et on va ouvrir donc prochainement Nevers, Belfort et Lons-le-Saunier. Donc on a fait un choix, puisqu'on est sur des formations courtes de moins de 2 ans, on a fait un choix de partir sur un format de 8 mois. Sur ce format-là, en fait, on a 6 mois à l'école, plus 2 mois de stage, et c'est vrai que... Et on arrive en fin de formation, et notre objectif, c'est d'amener les jeunes qu'on a à travailler dans les métiers du web. On s'est limité, nous, à faire des développeurs web et mobile. On est sur un format, vraiment sur un mode pédagogique sans cours magistraux, du tout. Avec donc en gros filigrane de la pédagogie par projet, une forte individualisation. On a aussi des temps quotidiens de pédagogie inversée où nos apprenants doivent préparer la veille et retranscrire le lendemain matin donc à tout le monde. Sur la partie, il est important qu'on ait un mentorat, donc nos collègues salariés sont mentors. On a aussi des mentors d'entreprises extérieures. Et en fait, vraiment, on fonctionne sur ces modèles-là, avec aussi, ce qui est assez important, le pair à pair, puisqu'on fonctionne qu'en mode projet, et souvent sur des projets de groupe, plus des projets individuels qui sont en fait en filigrane et en fin de formation, pour répondre notamment aux attendus du titre professionnel qu'on prépare. Mais ça, on y reviendra après. Évidemment, nos apprenants ont accès à nos plateformes de e-learning et à tous nos contenus. Ça, c'est la manière dont on fonctionne. On est sur donc un format financé de 7 heures jour. Au-delà de ce temps financé, en fait, l'école reste ouverte et nos écoles restent ouvertes au-delà, soit par la présence de nos coachs formateurs ou sinon nos apprenants, dès lors qu'ils sont un petit peu autonomes, ont les clés de l'école et peuvent rester le temps qu'ils veulent. L'idée étant également, notamment sur les temps du soir et les temps non financés, d'amener des choses complémentaires par le biais minimum d'un atelier hebdomadaire qu'aujourd'hui on stream.
sur ces ateliers hebdomadaires, c'est soit les coachs formateurs qui l'animent, soit nos apprenants parfois eux-mêmes, s'ils ont la compétence sur un sujet donné, ou des entreprises extérieures. Le lien avec l'entreprise pour nous est quelque chose d'important, puisque notre objectif, c'est vraiment de préparer au retour à l'emploi ou à l'arrivée à l'emploi pour les plus jeunes. Nos écoles sont ouvertes. On a, mes collègues et moi, pour la plupart, de bons liens et de bonnes relations avec les tissus économiques locaux, et on est membre des réseaux, donc en Franche-Comté, Silicon Comté, sur l'ex-région Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté numérique, et ce qui fait qu'on a un appui, une présence, de bonnes relations avec les différents acteurs, et que les acteurs passent et viennent partager leur expérience, expliquent ce qu'est pour eux le métier de développeur, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils attendent en termes de collègues et ou d'éventuels salariés. Qui est vraiment un moment, qui sont des moments importants dans la vie de nos stagiaires, et de montrer que l'entreprise bouge. Nos salles sont organisées, on en voit peut-être un petit peu derrière, si j'ai une télécommande, plus comme des open space de travail que comme des lieux de formation. Là, vous avez personne, mais où on a des plots de travail qui permettent en fait de travailler en mode projet. On a aussi un type d'équipement, ce qu'on voit, ces sièges verts derrière qui sont alors je vais pas faire je vais faire de la pub. Ça s'appelle des Steelcase Nodes, donc de la marque Steelcase, qui permettent de bouger, de se déplacer, d'avoir un PC. On peut avoir un PC, donc on en a 6 ici, ce qui permet d'improviser des réunions, de se réunir, de recréer des groupes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on soit sur un espace modulaire et qu'on en fasse un peu ce qu'on veut. Au fond, on le devine, on a un espace réunion un peu coupé du reste de la salle, avec également donc un écran qui aussi peut servir d'espace détente puisqu'on a des sièges un peu sympas. Et l'idée, c'est de recréer une atmosphère où nos apprenants se sentent bien. Voilà sur la manière dont on est organisé. Donc sur le nombre d'heures de formation, on est sur 861 heures chez nous, et on a 2 petits mois de stage, donc en suivant les promos entre 245 et 280 heures. Au bout de la formation, donc nous on propose une certification de niveau 3, donc un équivalent Bac+2 du ministère du Travail, soit développeur logiciel, soit designer web. Alors on propose pas forcément sur tous les lieux du designer web et du développeur logiciel, mais ça c'est lié en fait à la problématique des marchés ou nos problématiques de financeurs. Donc c'est l'un ou l'autre où on a le choix ou on n'a pas le choix en fait chez les apprenants. Ici on a eu 2 sessions et en fait les apprenants avaient le choix. On était sur des financements Pôle emploi. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des financements région qui, eux, nous commandent un titre logiciel, un titre de développeur logiciel ou un titre de designer web suivant les sites. Mais en tout cas, l'idée étant bien d'avoir des développeurs, certains plus axés front, d'autres plus axés back, et que en fin de formation, on ait la complétude des attendus du titre, mais qu'on soit prêt à travailler sur la spécialité ou la spécificité qu'on a choisie. Est-ce que je peux interrompre même si j'ai l'impression de dérouler. Aucun Donc on imagine que ce que vous venez de décrire, c'est la même chose dans les 8 écoles du groupe, ou en tout cas c'est le modèle qui a été répandu partout. Nous, la question qu'on se posait sur cette thématique autour du code, en quoi le code informatique a quelque chose de spécifique en termes, alors qu'est-ce que je vais dire, de pédagogie, d'approche, de public, qu'est-ce qu'il y a à dire de particulier sur le fait de coder? Alors, on va faire peut-être une parenthèse. Il se trouve que parmi l'assistance, là, on est un certain nombre à faire partie du FOD, et au FOD, on avait écouté les gens de Simplon qui avaient toute une démarche, on va dire, qu'au-delà du code, ils disaient, c'est aussi apprendre à piloter son propre projet de vie. Et donc le code, c'était pas que le code. En tout cas, le code, c'était pas que de l'informatique. Est-ce que vous partagez ça? Oui, sur le partage, en tout cas, sur la notion de code et ce que doit être le code, il y a quand même la maxime de Lessig, code is law. Mais en tout cas, nous, sur ce qu'on fait dans l'école, effectivement, il y a le temps du code et la partie codage, mais au-delà du code, il y a bien l'accompagnement de public qu'on doit amener vers une autonomisation complète. Certains étant plus ou moins autonomes au moment où on
les a avec nous en début de formation. Et au-delà du code, effectivement, il y a bien toute cette démarche de s'inscrire dans une société, de s'inscrire dans un vivre ensemble avec des collègues, de s'inscrire aussi dans un projet professionnel. Et au-delà du code, qui à un moment, parce qu'ils partent effectivement avec des compétences en code, certains plus ou moins, mais en tout cas tout le monde capable de travailler, et c'est vraiment notre postulat, mais qu'au-delà du code, et nous, le filigrane de la formation, c'est bien de leur apprendre à apprendre, en tout cas à se débrouiller, à devenir autonome. On est sur de l'auto-formation assistée. Donc, qu'à la fin du parcours chez nous, ils continuent à faire progresser leurs compétences, à choisir une trajectoire, une orientation de carrière qui sera peut-être pas nécessairement toujours dans le code, mais en tout cas qui se construira et qui seront des citoyens aussi capables de vivre ensemble. Ce qui n'est pas forcément évident pour tous à l'arrivée en formation. Ben oui, j'imagine qu'il y a un changement qui est important. Il y a du recul suffisamment pour dire un peu ce qui fonctionne pas, les difficultés que vous avez eu à résoudre, enfin, quel premier retour vous faites? Parce que quand même, c'est assez sur les récent. retours, sur ce qui fonctionne, en tout cas la méthode fonctionne. Ça c'est une réalité. Et, alors voilà, on est sur une région qui est l'ex-région. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a 2 sessions qui sont sorties sur ce lieu-là. Donc une le 25 novembre et une le 12 mai. Sur la session du 25 novembre, on est à 80% de retour à l'emploi. Et sur celle du 12 mai, on est grosso modo à 65% aujourd'hui. Donc, ce qui prouve que le modèle marche. Enfin, en tout cas, ça marche. Ils arrivent à retrouver à l'emploi. Ceux qui sont autonomes trouvent d'autant plus facilement et ceux qui s'y prennent le plus vite trouvent d'autant plus facilement. Même si on est sur une région qui est en train de faire une mutation numérique, mais qui fait pas partie des régions les plus avancées en la matière. On est même plutôt à la traîne par rapport aux régions françaises, notamment des régions, si on part sur la province où le Pays de Loire est très en pointe en nombre d'emplois dans le domaine du numérique par nombre d'emplois salariés. Bon, on parle pas de la région parisienne, mais en tout cas, on est sur une région qui mute, qui est à 1/3 de la moyenne nationale en termes d'emploi numérique, et malgré tout, nos jeunes arrivent à trouver de l'emploi. Et arrivent à trouver de l'emploi avec des entreprises qui sont contentes, des entreprises qui les prennent en stage, qui leur font des propositions de poste donc dès la période de stage. Ça, c'est une réalité. Qui aussi disent on n'a pas forcément la moyen d'embaucher, mais on a envie de former des gens et on aimerait qu'ils soient formés chez vous parce que chez vous ça marche, on aimerait avoir les compétences des stagiaires qu'on a eus. Ça, on l'a aussi. Donc ça marche bien. Il y a une problématique, notamment ce qui marche pas, c'est dès la partie ou la phase de sélection, nous, ce qu'on demande, en tout cas ce qu'on essaie d'obtenir, c'est que les jeunes soient mobiles. En se disant, mobile. Mobile. Il y a une réalité d'emploi en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté qui est ce qu'elle est, avec une capacité d'absorption d'un certain nombre de jeunes. Donc soyez mobiles en période déjà dès la phase de stage. Et ça, la mobilité en phase de stage, c'est assez compliqué parce que souvent, la plupart sont peu ou faiblement indemnisés, même s'ils ont là pour l'instant tous les jeunes qu'on a eus en fait avaient donc soit l'allocation de retour à l'emploi de Pôle Emploi, soit des dispositifs Pôle Emploi qui s'appellent RFPE, donc pour leur donner une bourse d'aide à la subsistance, ou des bourses régions. Mais quand vous touchez à peu près 400 € par mois et que vous devez payer un appart sur Besançon, Dijon ou Chalon-sur-Saône ou Vesoul, c'est compliqué d'être mobile dès la phase du stage, surtout qu'on est sur des stages courts. Ça, la mobilité en phase de stage, c'est une vraie interrogation et du coup on s'en est rendu compte et c'est quelque chose qu'on a ajusté. Le format fonctionne bien. Globalement, nous vraiment on est sur des publics très majoritairement décrocheurs, mais parfois en phase d'incertitude, y compris ceux qui n'étaient pas bons à l'école et qui ont décroché jeunes, aimeraient avoir du cours magistral, ce qui peut être de nature à les rassurer. Mais ça, c'est sans doute aussi lié à des formes de fragilité où on a des publics qui sont, quand même, quand on les prend, assez fragiles. Et s'ils sont chez nous, c'est sans doute pas un hasard, ou s'ils sont ressortissants des missions locales ou de Pôle emploi, c'est pas un hasard non plus. Il y avait une question dans le chat, là on voit les questions qu'il faut reprendre, donc la part de Bruce, quand on a donné les taux de retour à l'emploi, donc 80% pour la première promo, 60% pour la deuxième, est-ce que c'était y compris des créations d'entreprises ou start-up, ou il n'y a pas eu de ça? Sur les créations d'entreprises, nous,
on n'est pas là pour faire, en tout cas, on n'est pas là pour former des auto-entrepreneurs. Ouais, donc c'est pas une pépinière, c'est pas, il n'y a pas cette approche-là. Dans une première phase. L'idée étant, c'est qu'en sortie de formation, on est sur des développeurs juniors, que ces juniors ont besoin de s'aguerrir, et que une phase ou une transition de salariat avant la création d'entreprise nous semble assez opportune. Après, sur la création, notamment ceux qui sont sortis en novembre, un certain nombre sont aujourd'hui en phase de création, après un premier parcours salarié, et sont en phase de réflexion là-dessus. Mais en tout cas, et notamment ceux qui veulent se lancer tout seuls comme auto-entrepreneurs, on n'est pas sur ces formats-là parce que même si on leur a lâché la main, le fait d'avoir des collègues et de continuer à progresser dans un environnement où on peut discuter avec des gens, se rassurer, nous semble pertinent. Et que si c'est de la création, on préfère en tout cas que ce soit de la création à plusieurs. Est-ce qu'il y a aussi un peu le sens de l'histoire du financement des startups où les entrepreneurs qui sont seuls ont du mal à se faire financer, que ce soit par BPI ou les réseaux de business angels traditionnels. D'accord, d'accord. Alors si on revient à l'insertion par l'entreprise, c'est la question de Christophe. Qu'est-ce que disent les entreprises dont tout à l'heure vous avez dit, en fait, les entreprises nous ont aussi apporté des participants puisqu'ils avaient apprécié le type de formation. Donc aujourd'hui, les premiers vont arriver en septembre. Nous, on est jeunes, hein. Les premiers, en tout cas la première, arrivera en septembre, qui est une communicante et qui veut devenir développeuse. Et dans son entreprise, il y a plus de place pour une communicante, mais il y a de la place pour du développement. Et le format leur a plu parce que les gens qui ont pu avoir en stage, ont trouvé qu'ils avaient des compétences qui étaient bonnes, qu'ils étaient aptes à travailler dès l'arrivée en stage, et en tout cas dès le premier jour de stage. Et de fait, la première personne qui vient de l'entreprise arrivera chez nous à l'automne. Donc ça, c'est quand même un badge ou un label de réussite du projet. S'il y a cette reconnaissance des entreprises, c'est quand même un gros point positif pour votre organisation. Ouais. Et donc, après l'autre question oui, c'est 80% de pur emploi salarié. Oui. Et juste la question d'avant de Cyril. Donc on parle de fracture numérique, on parle de manque de compétences numériques dans tout un paquet, on va dire, de métiers. Et donc du coup, est-ce que ce que vous faites vous, même si je comprends bien que c'est quand même à déboucher code professionnel, est-ce que ça influence, par exemple, d'autres structures d'online format pro où on pourrait se dire que l'apprentissage du code apporte une plus-value, compétence professionnelle, je veux dire un peu comme on apprendrait le français ou les maths, ou ça rentrerait dans une espèce de culture générale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette problématique du code comme aspect culturel, finalement? Comme aspect culturel, en fait, on le pratique à l'Access Code School, puisqu'on contribue en fait à des projets type Hour of Code. Donc, Hour of Code, en fait, qui sont des initiations au code, où on forme des enfants on initie des enfants sur des durées brèves à, en tout cas, commencer à faire du scratch, commencer à découvrir ce qu'est l'embryon de code. Ce qui nous semble intéressant, c'est parce que nos apprenants, pour qui les formats scolaires n'ont pas réussi, en ayant déjà un petit bagage de quelques semaines ou quelques mois, deviennent à leur tour passeurs de connaissances, et ça on le fait auprès d'enfants d'école primaire, auprès de collégiens. On l'a aussi fait à Besançon avec 120 seniors de la ville de Besançon à qui on a fait une initiation au code, et c'est vrai qu'on voit que ça prend bien. En tout cas, ça démystifie la difficulté de l'informatique, et ça permet aussi de comprendre que le code c'est un métier en soi, et que l'informatique c'est pas un seul métier, mais une diversité de métiers qui vont de l'architecture, la construction, jusqu'au code, en passant par les producteurs de contenu, les référenceurs, et que aujourd'hui on ne confond pas un plombier et un maçon. Informatique, c'est plus ou moins clair. Donc on essaie aussi, et nos apprenants aident à transmettre ça et transmettre des savoirs autour du code. C'est assez extraordinaire cette histoire que vous racontez quand même, des décrocheurs, ou en tout cas des profils qui sont déscolarisés, deviennent des médiateurs auprès de seniors ou d'enfants.
c'est mission Je sais impossible pas si c'est mission normalement ça. impossible, en tout cas ça marche, et en tout cas c'est valorisant dans le cadre d'un parcours. Ah oui. Mais je pense que pour les personnes qui ont dû faire cette expérience-là, ça a été une révolution dans leur tête. Tout d'un coup, se sentir utile à des personnes qui leur ressemblent pas du tout, eux-mêmes plus jeunes à l'école, leur propre famille plus âgée. Enfin, c'est ça, je trouve ça assez remarquable comme L'idée, nous, témoignage. c'est d'avoir une école qui soit ouverte, vraiment ouverte, et avec des partenariats, avec des rencontres, et que donc au-delà du code, il y a aussi cette dimension de d'être dans une société, de contribuer à la vie en société, ce qu'on fait aussi et ce que font nos apprenants en fin de parcours. Parce qu'en fait, nous, on est une école et on n'a pas vocation à faire de la concurrence donc aux entreprises qui seront les employeurs ou aux futurs apprenants qui créeront leurs entreprises. Mais en fin de parcours, en fait, nos apprenants passent un temps sur un projet pour des associatifs qui n'ont pas d'argent, et ça, on le fait bénévolement. Donc, on a fait des sites de musique, des sites pour des clubs de sport, de triathlètes, un site pour une association donc qui est dans l'association des méta-associations, en tout cas de présentation des associations du quartier de la politique de la ville dans lequel on est ici. On a fait aussi un site donc pour une association macédonienne sur des projets, sur un projet culturel macédonien. En fait, on essaie de contribuer aussi, et là nos apprenants voient leurs premiers vrais faux clients, parce que ce sont des vrais clients avec des vraies contraintes, jusqu'à... Mais c'est pas eux qui payent. Mais c'est pas eux qui payent, donc c'est pas des vrais clients. C'est gratuit parce que c'est de l'associatif qui n'a pas de fric. Néanmoins, jusqu'à avant, on est sur de pédagogie de projet avec des rendus de qualité professionnelle, mais sont les coachs formateurs. Donc un coach formateur, il est à côté ou il est pas loin, on peut l'actionner quand on veut. Un client, même s'il paye pas, ça reste un client, et dans le monde du web, un client peut changer d'avis, un client n'est pas forcément disponible tout le temps. Et l'idée, c'est bien d'apprendre à gérer ces gens-là, de s'ouvrir et aussi de contribuer à la société pour des associatifs qui n'ont pas d'argent. Là, dans les prochains projets, on en a un notamment sur une association de prévention routière qui est en train de se créer, qui a un peu de ressources, mais les ressources qu'elle a, elle les consacre uniquement à faire du bénévolat et de la vulgarisation dans les écoles. Et donc, du coup, on va leur refaire leur application web. D'accord, d'accord. Et alors, Christophe me met une question. Non, on n'a toujours pas de nouvelles de David qui aurait pu développer la même question, parce que en fait, on se posait la même question vis-à-vis des enfants. Je vous sors un peu de votre contexte en Format Pro, mais quel regard vous portez vous sur l'apprentissage du code à l'école? Ça vous paraît cohérent par rapport à ce que vous faites, prématuré, un effet de mode? Enfin, comment vous regardez ça? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, à titre personnel, bon, après, je commence déjà à être un vieux monsieur, j'ai pas d'enfant, mais en tout cas, la démarche me semble extrêmement intéressante. Et en tout cas, on voit que ça marche, que notamment sur les initiations qu'on peut faire auprès des enfants, c'est un truc qui marche bien. Ça leur permet de comprendre. Et si on fait le lien avec ce qui nécessite du code à plus grande échelle, en tout cas, avoir ce petit vernis de comprendre ce qu'est le code, c'est extrêmement intéressant de mon point de vue. Sur la phase de recrutement-positionnement, donc on a Oui. assez classiquement, on a des jeunes qui nous sont prescrits par mission locale Pôle emploi. On a aussi beaucoup d'entrées parce qu'on a eu pas mal de presse via notre site internet. Et en fait, mais à chaque fois, donc nous on recrute. Et l'idée c'est d'avoir des jeunes. On recrute sans prérequis, si ce n'est de savoir manipuler clavier souris. Et c'est la motivation et l'idée déjà d'avoir une trajectoire ou une idée de projet. Nous, on n'est pas là pour faire de la découverte et globalement, ça se passe bien. Après, c'est vrai que sur le recrutement, ça nous arrive comme à tous de faire des erreurs ou en tout cas que certains qui à un moment étaient bien et puissent évoluer défavorablement. On a eu quelques abandons, notamment de la part des jeunes hommes. On n'a pas eu d'abandon chez les filles. Les mecs, en tout cas, résistent moins que les jeunes filles, peut-être en période hivernale. Et c'est vrai que ces abandons sont souvent liés à 3 phases successives. On arrive à peu près en milieu de formation et il y a 3 marches. Il va y avoir la marche de la recherche du stage, et cette marche de la recherche du stage et d'aller en stage. La marche aussi de passer le titre professionnel et immédiatement après de se projeter dans la vie professionnelle
Et sans doute pour certains qui ont quand même peut-être parfois un peu des soucis psychologiques, ça peut être un peu pas évident. Et du coup, on a eu quelques abandons, notamment à ces périodes-là. Alors, il y a une question de Christophe que je vais reposer autrement. Lui, il parle de Fab Lab dans la formation au code. Moi, j'ai senti dans le petit bout de film qu'on a vu une ambiance un peu start-up dans ce que vous faites. Vous confirmez ou Alors, ça ressemble pas à ça? jeune entreprise ou jeune pousse, nous, on essaie de coller à une réalité professionnelle. Donc, d'avoir, te dire, on les met dans un contexte, même s'il est un peu simulé, qui est un contexte qui ressemble à au contexte de ce qu'est une entreprise moderne. Donc, oui, sans doute un peu start-up, ouais. Par le fait, par exemple, que les formateurs sont pas en une posture qui est plutôt, enfin moi je dis ça dans mon jargon, ressource, c'est-à-dire on n'est pas sur un enseignement formalisé, on n'est pas sur des cours, on n'est pas sur des choses comme ça qui seraient une approche classique d'un enseignement, on est sur donc ces pédagogies de projet où en gros, bah, si tu veux apprendre, tu poses la question qui va bien par rapport à ce que tu connais pas. Donc déjà ça, c'est quand même une sacrée évolution dans la façon d'apprendre. Nos coachs formateurs sont plus des chefs de projet que des vrais formateurs. Ils posent une problématique, ils sont allergiques au clavier, donc ils tapent jamais à la place des apprenants. Voilà. Sur la place des Fab Labs dans la formation au code, alors ici on a la chance, alors, voilà, on a les portes ouvertes parce qu'il fait un peu chaud. Il y a un Fab Lab qui est là juste derrière en fait. Donc qui est à côté et qui aujourd'hui est une ressource pour les apprenants qui peuvent aller au Fab Lab quand ils veulent. Et il y a des exemples de réussite de collaboration entre vous. Il y a eu des projets de montée. Il y a eu des. Qu'est-ce que vous avez fait comme peut-être, je sais pas, ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme réussite partagée entre le Fab Lab et Access Code School. Entre le Fab Lab et Access Code School, il y en a déjà une première. Alors en fait, le Fab Lab, c'est pas nous qui l'exploitons, il est exploité par le Grand Besançon. Dans la première réussite, ça a été le fait que le Fab Lab ait pris un de nos apprenants en stage en phase de montage de la première session et qu'aujourd'hui, ce jeune est Fab Manager au Fab Lab. Donc ça, c'est une première réussite. On collabore avec eux. En fait, on fait un hackathon par session. Donc le dernier, on l'a fait ensemble, avec notamment d'autres associatifs locaux, et où on a eu 45 personnes sur le week-end sur un hackathon, dont 25 extérieurs. D'accord. Sur quelle thématique a été développé l'hackathon? Le dernier, c'était sur des projets autour de la Smart City. Donc il y a eu différents projets il y a eu 4 projets qui sont sortis. Et on essaie d'arriver à chaque fois avec un truc qui marchote. Ce qui n'est pas forcément évident dans tous les hackathons, mais en tout cas d'avoir des choses à montrer qui marchent. Et sur Smart City, c'est extrêmement ambitieux. Enfin, qui est-ce qui était moteur? C'est la ville qui était derrière? C'était et il y a eu on arrive à imaginer ce que ça pourrait être ou à quoi ça pourrait servir. Enfin, je trouve ça. Alors on imagine génial comme truc. Ce que ça pourrait être, ce à quoi ça pourrait servir. Après, la Smart City, ça peut être parfois des petits applicatifs simples ou des réflexions. Il y a eu un projet qui lui était à l'état de réflexion, mais en tout cas avec quand même des briques techniques qui marchaient. Besançon veut créer une monnaie locale. Et là, donc sur le hackathon, on a hacké la monnaie locale pour en faire une monnaie locale. Sur des mécanismes blockchain. Oh là là. Alors c'est un sujet qui est glissant parce que Christophe voulait monter une blockchain sur la formation. Voilà, je pense que vous allez vous parler, mais en dehors de notre session, parce que là, je pense que vous en avez pour des heures à discuter effectivement du comment, du pourquoi, du comment on serait amené à faire ça. D'accord. Est-ce que ce qu'on raconte de votre site là, là où vous êtes à Besançon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres sites, c'est-à-dire que c'est applicable à côté ou il faut changer, ajuster, modifier, s'adapter au contexte local? Sur le contexte local, il faut un petit peu adapter puisque alors c'est vrai que Besançon est plutôt une grosse ville. Sur Besançon, ça vaut aussi pour Dijon, Chalon-sur-Saône. Un peu moins parce qu'il y a un peu moins de tissu économique, notamment sur Vesoul, mais globalement, ça vaut pour tous nos sites. Et sur la méthode qu'on pratique, là pour le coup, elle est calée et elle est duplicable et adaptable sur tous les sites. Aujourd'hui, elle est en phase, enfin, elle est vraiment finalisée puisque nous, on a nos 8 écoles, mais on a un partenaire, lui, qui va en ouvrir 6 sur Rhône-Alpes-Auvergne, Centre Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, on est vraiment sur un format qui est cadré.
néanmoins qui est évolutif et adaptatif et qui continuera à vivre et à s'adapter au fur et à mesure de la pratique professionnelle, de la nôtre et de la manière dont on sentira l'évolution. Parce que l'idée, c'est vraiment que nos coachs formateurs et nous-mêmes travaillons en réseau. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez publié des choses déjà? Il y a déjà des retours d'expérience de publier? Il y a des supports qui sont disponibles? Qu'est-ce que vous avez fait? On est fait? sur des supports internes et en fait qu'on diffuse à nos partenaires. Et on a un outillage qui est en fin de finalisation de développement pour nos suivis de formation qui permet tout le suivi pédagogique du premier jusqu'au dernier jour de la formation. Mais est-ce que ça veut dire qu'Online Format Pro, par exemple, distribue des modules que vous auriez produits ou des choses comme ça? Alors là, on n'est pas sur du e-learning, on est sur du présentiel. Sur des modules e-learning, nous, on n'en a pas développé Access Code School puisqu'on n'a pas eu le temps. Enfin, en tout cas pour l'instant. On a quand même construit un projet et passé de 1 à 8 écoles en l'espace d'un peu plus d'1 an et demi, ça occupe un tout petit peu. Sur les modules e-learning, ça va venir, en tout cas des modules peut-être de micro-learning sur des temps prochains. Sur pédagogie inversée, par exemple, il y a eu des publications de fait, il y a eu des... Non. D'accord. Et le réseau, donc, qui se projette, là, j'en ai entendu Rhône-Alpes, Pays de Loire, etc. Qu'est-ce que ce serait l'idée? C'est faire des Access Code School, 6 Access Code School, donc une Clermont-Ferrand, Vichy, Tarare, Brive, Limoges et Bourges, qui seront des Access Code School opérés par un partenaire. D'accord. On connaît le partenaire ou c'est encore top secret? Le groupe Aformac. Pardon? Aformac, ok. Alors, question de Christophe dans le chat. Il a pu entendre crowd learning et moi je l'ai pas entendu. Le fait de d'avoir une massification de sources un peu comme le crowdsourcing pour des apprentissages avec des sources et des provenances différentes et une massification. Donc où on apprend les uns des autres. Voilà, c'est un... Ça, c'est vrai que chez les informaticiens, il y a belle lurette qu'on ne va plus regarder les modes d'emploi ou réfléchir au bouquin et qu'on va interroger le réseau pour savoir est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème. Ça, c'est un réflexe acquis depuis longtemps. On interroge le réseau et c'est vrai que nous, tous nos apprenants, en fait, on a mis en place des outillages qui permettent à tous nos apprenants de pouvoir interagir entre eux H24 sur des plateformes web. Aujourd'hui, on utilise Slack. On va sans doute changer d'outil. Mais en tout cas, on a des Slack par session qui permettent à tout le monde d'échanger avec coach formateur et tout le monde. D'accord. Alors, je sais pas, Christophe, si tu reprends ta casquette région, est-ce que tu imaginerais des relations avec Access Code School? Enfin, si on doit mettre en place un lien entre Communautique et Access Code School, on fait quoi? On vous met en relation tous les deux? Comment tu vois ça? Je sais pas. Je ne sais pas du tout parce que aujourd'hui, en fait, il y a, je crois qu'en Normandie, il y a, si je ne me trompe, je crois qu'il y a 19 labellisations grande école du numérique avec où chacun se débrouille, j'ai envie de dire, pour créer ses propres formations numériques. Alors qui avec Simplon, qui avec comment il s'appelle, Monsieur Azoulay, Webforce 3, qui avec Academy School, qui est en fait purement normande, etc. Donc j'ai envie de dire, je suis pas sûr que nous, en tant que région, on ait notre place là-dedans. On est en fait à faire, on n'a pas activé dans Communautique, en tout cas les faiseurs, si vous voulez. On a éventuellement à les faire rencontrer, à faire en sorte que tout le monde se connaisse, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. C'était plutôt à ça que je pensais. Je me disais, comment se rencontre je sais pas si elles se rencontrent. J'ai pas l'impression initiative de la grande école numérique. Que mes collègues formateurs là qui sont autour du webinar vont répondre à ma place, ce serait mieux. Mais je crois qu'en fait, ça ne se rencontre pas pour l'instant. Chacun fait ses expérimentations dans son coin. Nous en tant que formation, on a été beaucoup sollicités ces 2 dernières années par des organismes qui sont venus nous voir en disant il faut absolument une formation coding à tel endroit, il en faut une à ça, il faut un référent numérique par-ci par-là, etc. Et donc là, on est en train de passer à la vitesse, on va dire supérieure ou autre, en disant on arrête de financer au coup par coup des formations, mais on lance une consultation globale sur les formations numériques.
Voilà. Après, bah, ça rentre dans un marché classique pour nous, comme la formation à la compta ou la formation Oui. la formation au métier de formateur, quoi, hein. Voilà. Du côté Access Code School, il y a un réseau qui existerait dans les groupes Alors, il y a numériques ou un pas du tout? réseau. Alors, nous, on a d'excellentes relations avec Pop School, qui est très implanté sur les Hauts-de-France, plus un petit peu, qui essaime un petit peu ailleurs. Et c'est vrai qu'on a pas mal discuté, pas mal échangé avec Pop School. Simplon, c'est les gens qu'on a rencontrés. Après, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont aussi sur des formats un peu différents et potentiellement concurrents. Donc, l'idée, c'est de travailler en bonne intelligence avec les uns et les autres, en respectant les spécificités. Mais c'est vrai qu'on a des relations privilégiées, notamment avec Pop School. Et vous, en tant que frontalier, vous voyez des choses sympas se passer en Allemagne ou en Suisse? Sur la Suisse, on va pas trop voir en fait, hein. On est, il y a quand même une frontière, donc Il y a trop de fleurs de tous côtés. Une vraie montagne. Il y a trop de géranium. il y a une frontière, notamment avec la barrière de la langue. Et sur la Suisse, pour l'instant, j'ai pas l'impression en tout cas, les mouvements hackathons, des mouvements autour de la blockchain, autour de ces sujets-là, oui. Après, sur ce type de format, pas forcément. Il y a aussi une forme d'excellence suisse. En tout cas, j'ai l'impression que la Suisse réfléchit aussi peut-être un peu à ça. Après, voilà, nous on a un périmètre aujourd'hui qui est défini, et après on fait les choses au fur et à mesure. Et je pense que, en tout cas, aller discuter avec les Suisses, ça sera sans doute une étape prochaine. Les Allemands, mes notions d'allemand sont un peu lointaines et du coup, ça va être plus compliqué. Quel est l'avenir d'Access Code School? Est-ce que vous voyez un petit peu dans 5 ans ce que vous serez devenu, ou c'est trop difficile à dire? En tout cas, sur 5 ans, je pense que ce qu'on espère, c'est avoir, en tout cas, conserver ce maillage territorial. Ça, ce qui est une réalité. Et l'avoir maintenu et arriver à avoir des écoles. Un réseau d'apprenants et un réseau d'anciens qui aussi aident les nouveaux. L'idée, c'est bien ça. C'est bien que, si vous voulez parler à un ancien, il y en a un qui arrive, qui est Fab Manager, si ça vous intéresse. Voilà, très bien. Mais on voit en tout cas qu'il y a des vrais stagiaires qui sont. Le Fab Lab. Alors, Eh ben, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir juste? Raconte comment ça s'est passé. Alors la question elle est plutôt à poser par Christophe, mais on était en train de découvrir comment travaille Access Code School, pardon. Le public qui est en train d'assister à ce webinaire est un public normand, et donc parmi eux il y a des fans de Fab Lab, et donc tout à l'heure Christophe nous a parlé de votre aventure avec le Fab Lab. Qu'est-ce que fait un ancien codeur dans un Fab Lab? Le WH a toujours été une passion. Ce qu'on peut retrouver aussi dans un Fab Lab, c'est tout le côté programmation, qui est quand même relativement proche du côté programmation web, enfin, si on regarde la programmation en général. Et voilà, c'est un peu le côté touche à tout qui m'a toujours attiré. Et moi, c'était vraiment pour me perfectionner dans le code que j'ai accédé donc à la CS. Et je visais plus ce genre d'avenir, en tout cas, celui que j'ai eu l'occasion d'avoir pour ma part. Voilà. Donc vous racontez une histoire qui est une belle réussite? Je suis comme un poisson dans l'eau. Attention à pas vous noyer quand même, hein, faut faire gaffe à... Et du coup, alors, on se posait la question, si vous devez conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans le code, c'est quoi les mots-clés à utiliser pour le motiver, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a les 4 ou 5 ans de moins que vous et qui sait pas trop où il veut aller, comment y aller? Avec les générations qu'il y a maintenant, tout le monde a déjà peut-être un pied déjà dans le code. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus abordable pour quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans que pour moi qui suis à peine plus âgé. C'est beaucoup plus abordable aujourd'hui d'appréhender le code, enfin, selon moi. D'accord. Et puis le Fab Lab, c'est aussi un lieu où on voit que ça peut servir à tout le monde. Vu que là je suis animateur au Fab Lab, je commence à accueillir du public, je commence à accueillir des groupes, j'anime des ateliers. J'anime un ou deux ateliers au Fab Lab. Je vois qu'il y a quand même c'est un public large de tout âge
on va dire, aussi bien du petit bidouilleur de 10 ans que du bricoleur qui a la retraite aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce mélange de générations qui vient échanger des idées et qui vient pour s'entraider et apprendre des choses au sein du Fab Lab. Et sûrement une question qui doit brûler les lèvres de Christophe. Une réussite, un exemple de choses que vous avez faites au Fab Lab qui a utilisé vos compétences de programmation, ça serait quoi? Moi, peut-être la programmation, j'en rêve d'un petit drone, par exemple. Un petit drone, carrément, d'accord. Ben voilà. Donc fabriquer des drones à Besançon, ça passe par Access Code School et le Fab Lab. Ok, ben super. Merci beaucoup. Oui, donc sur revenir à la question de dans 5 ans, donc avoir pérennisé, en tout cas stabilisé, avoir de plus en plus d'apprenants qui sont en réseau, qui interagissent les uns les autres et aussi qui montent leur boîte, parce que nous, même si je dis on a plutôt vocation à faire des salariés au début, créer de jeunes entrepreneurs qui au bout de quelques mois ou quelques années créent des entreprises, c'est la plus belle réussite. Et puis continuer, nous on n'a pas vocation forcément à s'étendre énormément nationalement. On a un projet d'ouverture avec un partenaire sur le Sénégal à la fin de l'année et on commence à réfléchir pour une implantation au Maroc. Donc voilà, et après que tout ça fonctionne bien, créer aussi, donc on a des apprenants, même si on est en capacité de travailler, qui ont besoin d'être accompagnés sur une phase un petit peu plus longue et on envisage aussi un dispositif de sortie qui nous permette de leur offrir un sas de transition de l'école vers un milieu de travail ordinaire. Et si tout ça fonctionne bien dans 5 ans, ça sera pas mal. On pourra prendre des vacances. Christophe, Bruce, Cyril ou Frédéric, est-ce que vous avez des points particuliers qu'on aurait passé un peu au travers? Puis désolé pour l'absence de 3 codés, donc je recommande quand même le bouquin qui me paraît vraiment très bon. Oui, c'est un chouette bouquin, 2-3 codés. Il y avait une question. Oui, la question a été coupée. Je pense que c'est Christophe, mais je suis pas sûr d'avoir entendu. Oui, moi j'aime beaucoup ce bouquin avec toute une partie. Enfin, pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient des idées de monter, comment s'y prendre pour monter les choses, c'est effectivement, il y a vraiment un petit b.a.-ba. Il y a en particulier un petit exercice que moi j'ai trouvé absolument charmant, extraordinaire. Il existe un petit robot qui je sais plus comment il s'appelle, qui est gros comme une grosse boîte d'allumettes, et ce robot est déjà programmé, et puis il a des différentes fonctionnalités, et on peut lui apprendre à suivre un trait noir. Enfin voilà, on voit très bien les exercices qu'on peut monter. Moi ça m'a rappelé il y a 30 ans les exercices qu'on faisait avec la tortue logo, mais bon, oui, ça a bien évolué, et je trouve ça très sympa. Christophe, tu es de nouveau avec nous. On avait entendu, mais pas la fin de la question. Ont une demande sur la formation au code de leurs salariés. Parce que nous, c'est une question qu'on se pose beaucoup à la région, se dire demain, sur quoi doit aller notre programme de formation des salariés, quel type d'entreprise, numérique, etc., etc. Sur la formation au code des salariés. Du coup, ça va avec la question que tu as posée avant. Est-ce que il y avait juste un complément juste avant. Est-ce que vous avez du financement OPCA dans vos actions, ou est-ce que vous en avez entendu parler? Alors sur des OPCA, on a eu 2 personnes sur ce lieu-là qui ont été financées par des OPCA, donc qui étaient tous les 2 en CPF, en CSP pardon. Sinon, en tout cas sur la formation des salariés. Là, on va avoir un cas sur quelqu'un qui mute et qui change de métier au sein de la même entreprise, mais qu'une entreprise du web, sur des entreprises qui voudraient spécifiquement former leurs salariés au code. Pour l'instant, on n'a pas réellement une demande, et c'est vrai que c'est pas réellement possible en tant que fabrique de la grande école numérique. Nous, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu rebondir à un moment donné, les jeunes qui vont en entreprise, et du coup les entreprises qui prennent conscience, etc. Mais c'est peut-être un peu trop tôt. Là, je pensais un petit peu tôt, puisque ça commence à arriver, en tout cas sur des logiques de reconversion, sur des entreprises qui ont des développeurs formés, n'ont pas vocation à les reformer, d'autant que nous, on est sur une durée qui est quand même assez longue. Mais
mais possiblement, et en tout cas, ça commence à arriver un petit peu. Ouais. Ce qui sera amusant de voir rebondir par rapport à ce que vous avez dit, c'est que des entreprises de la région vous demandent de leur monter un hackathon sur leur domaine de compétences, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, nous on fabrique aujourd'hui des cuisines, comment vous imaginez que dans 10 ans on s'y prendra et quelles bonnes idées de réalisation vous pourriez avoir. Enfin ça, je verrais assez des PME qui soient assez malines pour poser les problèmes comme ça, pour faire de la créativité et trouver des idées de développement. Après, nous, on n'est pas forcément une usine à monter du hackathon. Les hackathons, ça correspond à notre besoin et à ceux de nos partenaires. Mais pourquoi pas, ouais. Ok. Christophe et les autres participants, avez-vous d'autres interrogations à poser à notre intervenant? Merci. Parfait. Ben, je crois qu'effectivement il est 14 heures. Vous aussi, j'ai vu que c'était la rentrée des stagiaires. Vous avez certainement d'autres choses à faire. On est dans une phase où on n'a pas de stagiaires. Là, c'est le Fab Lab qui ouvre. Mais du coup, il passe. Voilà. On a quand même des liens assez forts avec le Fab Lab et qui passe dire bonjour. Là, en fait, c'est mes collègues. On est notre prochaine session, ce sera septembre ici. Et là, on est en train de la préparer, notamment de préparer différentes choses. Et on se met dans la salle qui est plutôt le lieu plus sympa parce qu'on a un bureau au-dessus. Mais la salle ACS est plutôt plus cool. Ok, bah merci beaucoup pour cette disponibilité. Alors Bruce va intervenir. Non, on n'entend pas Bruce, donc on va le laisser écrire. Dommage. Bon. Un peu long. Bon, bah écoutez, bah vous nous ferez savoir par Christophe Jourdain donc le sujet par rapport à votre retour d'expérience. Il y a peut-être des choses à organiser du coup sur Caen où on peut continuer à partager ces initiatives qui sont effectivement d'autres façons de poser des problèmes bien connus. Merci à tous de votre disponibilité. Merci à tous, à bientôt. Christophe, je te fais passer ça dès que possible. Bonne journée à tous.